Bonjour, c'est Anka de Medrise Studio et vous êtes au bon endroit pour tout savoir des dernières tendances Web3 dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Aurélie Épis de Florian, directrice de l'accès au marché et des affaires publiques de la start-up Tilac Healthcare, qui est spécialisée dans la création de thérapies digitales ou DTX dans le domaine de l'ophtalmologie. Anne-Aurélie est pharmacienne de formation, elle a eu un parcours absolument exceptionnel puisque récemment elle a été désignée parmi les personnalités qualifiées de la mission financement et régulation des produits de santé demandée par la Première ministre. Elle a entre autres également dirigé le département d'accès au marché du SNITEM. Et de plus, Anne-Aurélie a aussi une passion pour le jeu sous toutes ses formes. Elle a managé des équipes d'e-sport et adore les jeux de rôle grandeur nature. Et vous savez que le gaming est un sujet qui nous tient à cœur chez Medrise. Donc nous sommes ravis de faire cet épisode. Anne-Aurélie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Anka, merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast. Je suis ravie de discuter avec vous de tous ces sujets passionnants. On est très content d'aborder ces sujets parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de le faire. Et la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est de nous parler un petit peu de votre parcours. Comment est-ce que vous combinez votre passion pour le jeu avec votre métier à la direction de l'accès au marché chez Tilac? Alors, je pense qu'on peut commencer par dire que c'est vraiment une passion qui s'est combinée pendant toute ma vie professionnelle avec l'envie vraiment, parce que le jeu a toujours accompagné mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte, de pouvoir mettre en place des mécaniques de pédagogie par le jeu, de mécaniques ludiques diverses autour de l'ensemble des projets que j'ai pu mener, même si évidemment c'est pas toujours si simple de prime abord avec un métier aussi technique que l'accès au marché dans le dispositif médical et que évidemment on peut pas toujours utiliser la gamification dans ce cadre-là. Toutefois, moi, je crois réellement au fait qu'on peut utiliser la gamification dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers et pas simplement dans le coaching ou la formation, ce qui se fait de plus en plus parce que c'est un peu une évidence. Mais la gamification en santé, je pense, a beaucoup d'avenir parce que c'est un moyen d'engager les gens qui leur permet de se sentir moins malades, mais qui permet aussi d'engager des publics qui sont plus réfractaires, qui ont peut-être moins envie d'être suivis. Donc, je pense qu'il y a vraiment des opportunités autour du jeu en général et de la santé. Le jeu peut aussi être une expérience transformative par plein d'aspects, et notamment, vous parliez dans l'introduction de jeux de rôle grandeur nature. Je pense qu'il y a des possibilités autour de ce type de jeu de transformer les gens pour qu'ils se sentent mieux dans leur vie, qu'ils apprennent de leurs expériences. Donc, je pense que c'est vraiment un super média pour ça et qu'on a beaucoup d'opportunités dans les années à venir autour de tout ça. Alors j'aimerais justement qu'on rentre un peu dans ce que fait, Tilac pour illustrer, justement les propos que vous avez et puis on sait que la gamification, c'est un sujet, central, des solutions apportées par Tilac Healthcare. Vous l'intégrez donc dans vos thérapies digitales et notamment dans le domaine de l'ophtalmologie qui est celui sur lequel vous êtes positionné. Pourquoi est-ce que ça a été, une stratégie de l'entreprise de, dès sa création, s'emparer de ce sujet de la gamification et l'apporter dans ses DTX plutôt que de faire, autrement? Je pense que c'est vraiment d'emblée, c'est même pas une stratégie, je pense que c'était une évidence à la rencontre du professeur Sahel et d'Edouard Gasser, qui est notre fondateur, parce que le professeur Sahel venait évidemment du milieu de la santé avec toute son expertise en ophtalmologie, mais Edouard, notre fondateur, lui, venait du milieu du jeu vidéo, et avec d'autres qui ont rejoint Tilac tout au démarrage, c'était vraiment leur expertise que de jouer. Et donc, de fait, l'idée du professeur Sahel et de la fondation de Tilac avec la création d'Odysite, c'était d'intégrer d'emblée le jeu pour motiver les patients comme un incentive et comme une façon de rendre l'entrée dans le soin plus ludique et plus simple et d'avoir un peu plus envie de faire la partie médicale du test. Et parmi les cibles que vous adressez aujourd'hui avec Odysite, on a des personnes qui sont plutôt, âgées. Quelle est la cible exactement? Alors, on a une indication en ophtalmologie dans les maculopathies chroniques, c'est-à-dire par exemple la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou les rétinopathies diabétiques, qui sont des maladies qui se déclarent plutôt chez des personnes âgées. Donc en général, on est vraiment au-dessus de 65 ans et avec une grosse masse des patients entre 70 et 80, j'ai envie de dire. OK, donc des personnes plutôt au-dessus de 65 ans. On pourrait se dire que c'est pas forcément, la cible, la première cible à laquelle on penserait, si on veut faire de la gamification et pourtant, vous le faites et ça a l'air de plutôt bien marcher. Quelle est la pertinence d'utiliser justement la gamification pour cette cible? J'imagine que ça a un enjeu d'engagement, de rétention aussi des patients?
Ah, exactement. Je pense que la première chose qu'il faut dire en préambule, c'est que la gamification, ça marchera jamais avec 100% des patients, quel que soit leur âge d'ailleurs, même si évidemment ça marche mieux avec les enfants. Néanmoins, dans toutes les cibles, on a des gens qui vont pas adhérer et qui vont pas avoir envie de jouer. Mais ça n'empêche pas que pour une partie d'entre eux, et parfois même une très belle partie, ça va être un vrai moyen de les incentiver. Et dans notre cible, en fait, il fallait juste réfléchir à adapter des jeux parce qu'en réalité, les personnes âgées jouent. Enfin, moi, j'ai plein d'exemples dans mon entourage. Simplement, il faut que le jeu soit adapté à cette cible. Je pense qu'on peut, enfin, il y a des succès comme Candy Crush qui sont des succès planétaires. Je pense qu'il y a plein de personnes âgées qui y jouent. Dans notre cas, on a choisi de développer des puzzles qui sont des jeux qui sont adaptés à cette typologie et de réfléchir à tout un univers autour des histoires de Jules Verne qui aussi, comme elles sont très ancrées dans une culture qui est transgénérationnelle, permettent aussi à ces personnes de se retrouver. Donc il y a vraiment une question d'adapter le jeu à la cible et pour moi il y a une possibilité justement de permettre aux patients d'être motivés pour revenir faire leur test. Encore une fois, pas 100% des patients, mais en tout cas ceux qui sont joueurs, c'est certain dans nos chiffres que ça leur permet de rester plus longtemps dans l'application et d'avoir plus envie de revenir. Est-ce que justement, vous pouvez nous expliquer comment, cela fonctionne, cette solution et comment vous arrivez à, utiliser le jeu pour faire, ce qui aura été un test d'acuité, visuelle et on reviendra dessus dans un instant, mais juste pour que ceux qui n'ont jamais utilisé la solution se représentent à quoi ça peut bien ressembler? Alors, ce qui se passe, c'est que le patient reçoit une notification qui lui propose de tester son acuité visuelle. Donc, il va se connecter sur son application mobile et il va effectuer son test d'acuité visuelle. S'il effectue bien le test qui lui est demandé, il va obtenir une récompense sous forme de petits diamants qui vont lui permettre d'accéder à des puzzles. Et en fait, il a un nombre de diamants qui est gagné, qui est limité par jour, ainsi qu'une durée de jeu qui est limitée par jour. Donc, ça veut dire que pour regagner de quoi faire des jeux le lendemain, il doit de nouveau se tester. Donc l'idée, c'est vraiment pas non plus d'en faire un système où la personne joue pendant des heures, c'est pas l'objectif, c'est juste d'avoir cette récompense de la même façon que quand on fait du sport et qu'on a une montre connectée qui envoie un petit feu d'artifice, on a la récompense. L'idée, c'est vraiment d'activer ce phénomène de j'ai fait mon test d'acuité visuelle dans l'application, donc j'ai une récompense, je peux jouer et faire un ou deux puzzles pour pouvoir être récompensé d'avoir bien accompli mon test. Donc c'est oui, ce système de récompense qui fait qu'on a envie d'y retourner parce qu'on a envie d'avoir plus de récompenses et avancer quelque part dans le jeu, qui est la mécanique un peu de base de tout jeu, qu'il soit vidéo ou dans la vraie vie. Absolument, et puis il y a un parcours dans le jeu, on progresse et on peut aller de puzzle en puzzle, donc ça évolue au fur et à mesure évidemment. Et il y a la possibilité de se comparer à d'autres ou pas encore? Alors je ne sais pas si dans le cadre de la santé, il faut rentrer dans ce système de Il y a compétitif. pas de leaderboard de Mais l'acuité visuelle? il n'y a pas de leaderboard. Les données sont évidemment, alors déjà parce que évidemment comme on se situe dans le cadre des données médicales, elles sont hautement sécurisées et on ne donne pas accès aux informations et les informations jeux sont d'ailleurs pas communiquées à qui que ce soit. Seules les informations médicales sont communiquées à l'équipe médicale qui suit le patient. Évidemment, voilà. Mais je pense que, enfin voilà, je sais pas si ça aiderait à l'incentive. Je pense pas en plus que cette cible soit très sensible à la compétition. Mais si un jour on va vers les enfants ou les adolescents, ça peut peut-être un peu plus avoir d'impact de leur proposer de se classer par rapport aux autres. Alors justement, puisque vous parlez d'une cible plus jeune, il y a quelques chiffres que j'aimerais partager qui sont assez impressionnants. Dans le monde, on estime qu'il y a 3,2 milliards de joueurs. Alors joueurs de toute nature que ce soit, des jeux en ligne, des jeux, réels, dans la vraie vie, tout même sur son téléphone, Candy Crush, ça rentre dans la catégorie des joueurs et la moyenne d'âge est de 35 ans. Donc je trouve que ça tord le cou à pas mal d'idées reçues, sur ce que c'est que le profil du joueur et le profil du gamer et ce que vous faites est aussi un exemple que la gamification peut s'appliquer à plein de tranches d'âge différents. Mais comment est-ce que vous anticipez l'évolution de la gamification dans le secteur de la santé si justement, on s'oriente vers une population, plus jeune? Est-ce que pour vous c'est intéressant de le faire et comment vous anticipez la suite des solutions que vous allez proposer? Je suis vraiment certaine que c'est important de le faire et ça existe déjà dans certains domaines hospitaliers. De mémoire, il y a par exemple des jeux en réalité virtuelle qui permettent de mieux gérer les anesthésies, par exemple, ou de gérer la douleur. Donc on a vraiment déjà un embryon de gamification dans la santé qui existe avec des premiers projets. À l'étranger, on a aussi des exemples de projets, notamment en psychiatrie de l'enfant, avec le suivi de certains troubles qui peuvent aussi être accompagnés par la gamification. Donc pour moi, il y a vraiment une possibilité. Après, il faut toujours être prudent, notamment quand on s'adresse aux enfants ou aux adolescents. On sait quand même qu'il y a aussi un sujet de surconsommation des écrans.
Moi, je suis vraiment favorable à l'usage des écrans d'une façon générale, mais par contre, il faut le faire de façon raisonnée, accompagnée, évidemment avec une gradation avec l'âge. Et plus on aura des patients jeunes, plus il faudra être prudent parce que l'idée, c'est pas non plus qu'ils passent trop de temps devant leur écran ou de générer une addiction. C'est vraiment d'en faire quelque chose qui soit exactement dosé pour faciliter le soin, l'accompagner, suivre une pathologie ou la dépister. Ça, je pense que ça peut vraiment très bien fonctionner, mais en mettant tous les garde-fous nécessaires pour pas non plus tomber dans une surconsommation qui est vraiment problématique pour les tout petits enfants. Après, plus on grandit, moins c'est problématique et plus on peut le gérer de façon sereine. Mais c'est vrai qu'il faut, je pense, qu'on soit vigilant autour de tout ça, parce que c'est très facile de motiver un enfant à jouer et de le laisser, évidemment, pour ceux qui ont des enfants, je pense que vous aurez tous vu à quelle vitesse ils découvrent l'addiction au jeu. En tout cas, quitte à se dire que mon enfant passe du temps, sur un écran à faire des jeux vidéo, autant que ce soit quelque chose qui lui soit utile, que ce soit pour, faire, un test d'acuité visuelle ou, que ce soit pour apprendre des choses en lien avec sa santé. Autant mettre à contribution ce temps-là, ça peut être, intéressant. Et j'ai une autre question aussi, puisque si j'ai bien compris, la solution, elle a donc cette partie, gamification qui est là pour l'engagement, mais en réalité, ce qui fait la vraie, valeur médicale de la solution, c'est plutôt le test d'acuité visuelle, qui est derrière. Et comment est-ce que vous appréhendez la question, de l'accès au marché avec ces 2 composantes? Alors, déjà, la première brique, c'est la partie réglementaire, donc celle du marquage CE du produit. Et effectivement, le marquage CE, il englobe la partie médicale du projet, c'est-à-dire le test d'acuité visuelle et ce qui l'entoure, les alertes. Également, le dashboard du médecin sont inclus dans la partie réglementaire. Et là, évidemment, on doit répondre à la norme CE européenne et aller vers le nouveau règlement MDR pour pouvoir avoir quelque chose de sûr et de démontrer cliniquement en matière de test, évidemment, d'acuité visuelle. Donc ça, c'est vraiment la première brique. Et la brique jeu vidéo, qui n'est pas dans le dispositif médical, puisqu'elle n'a pas d'intention ni thérapeutique, ni de elle est juste là comme un incentive. Elle n'est pas marquée CE, mais pour autant, elle contribue au bon usage du produit. Donc il faut toujours qu'on garde les choses de façon claire. Et ensuite, sur la partie accès au marché, c'est un tout, mais là aussi, la partie jeux vidéo on va pas nous demander de la décrire ou d'en justifier plus que ça les éléments lorsqu'on va demander le remboursement en France. Simplement, il est important de bien décrire son existence, de bien décrire la façon dont ça fonctionne et dont ça s'interface avec le produit, et potentiellement, ça peut quand même avoir un impact sur la partie observance du patient à son suivi d'acuité visuelle ou aux soins. Donc c'est important bien de pouvoir mentionner, de pouvoir aussi démystifier le sujet gamification qui n'est pas encore très présent dans la santé. Et on permet aussi, en déposant, je l'espère, un dossier de remboursement qui comprendra l'ensemble de ces éléments, de montrer que ça a aussi un intérêt et que ça pourrait être plus libéralisé dans d'autres pathologies, dans d'autres suivis aussi. Et j'ai une question aussi que je me suis posée d'ailleurs ce matin, donc c'est pas du tout préparé vous mais j'ai vu que l'Apple Vision Pro va être disponible, en Europe, au mois de juillet. Est-ce que le support sur lequel vous proposez, vos solutions peut aussi évoluer à l'avenir? Parce qu'aujourd'hui, j'imagine que c'est disponible sur, écran, classique. Est-ce que ça pourrait être disponible, dans un futur plus ou moins proche, dans des environnements immersifs, sur des casques de réalité virtuelle? Alors de notre côté, on essaye, notamment parce que notre cible, c'est celle des personnes âgées et qui sont équipées, moins bien équipées que les plus jeunes en matière de smartphone dernier cri. L'idée pour nous, c'est d'être le plus large possible et donc de pouvoir autoriser l'utilisation de l'application sur un maximum de smartphones. Donc on essaye vraiment d'être le plus large possible dans l'offre de device pour pouvoir avoir le plus possible de patients qui peuvent accéder. Et même aujourd'hui, malgré ça, on a des patients qui ne peuvent pas accéder parce qu'ils n'ont pas les versions suffisantes qui nous permettent d'assurer la fiabilité du test en matière de validation clinique. Donc du coup, déjà, on a des patients qui ne peuvent pas accéder. Donc c'est sûr que si après on doit passer sur des choses qui sont très modernes, je pense que ça aura un vrai intérêt. Quand il y aura une diffusion tellement large, il faut qu'on atteigne le seuil de diffusion suffisant pour qu'on ait suffisamment de patients éligibles, et notamment pour qu'il n'y ait pas d'injustice type médecine à deux vitesses avec ceux qui disposent des outils dernier cri et ceux qui n'en ont pas. Après, peut-être qu'il y a des solutions en centre de gamification qui peuvent servir. Je pense que les caisses de réalité virtuelle, ils sont utilisés à l'hôpital, ils appartiennent à l'hôpital, et là, l'investissement me semble plus facile à faire que quand c'est chacun chez soi et qu'on ne peut pas toujours se permettre d'investir dans des devices aussi modernes et aussi avancés. Mais je pense qu'il va y avoir une libéralisation à terme de ce genre d'outils et qu'on aura probablement un accès plus simple, mais je ne vois pas ça dans les 5 prochaines années.
Bah, j'aime beaucoup cette réponse parce que c'est vrai que c'est très pragmatique et puis il y a un enjeu aussi d'adoption, d'accessibilité au plus grand nombre. Derrière aussi un enjeu de génération de données aussi sur, l'utilisation qui est faite de vos dispositifs et c'est vrai que restreindre, l'accès, en voulant aller peut-être trop vite sur, des outils, trop modernes comme vous avez dit, ça peut être contre-productif en tout cas dans un premier temps puisque l'enjeu, c'est avant tout d'être utilisé par les patients et d'être utile à ceux qui en ont besoin. Peut-être une dernière question avant de conclure sur quelques perspectives, sur qu'est-ce qu'on peut attendre de Tilac dans les prochaines années? Alors, nous, clairement, notre premier objectif, c'est de parvenir à faire rembourser Audisite en France, parce que, c'est le pays d'où on vient et qu'on a un très bel article 51 qui est une expérimentation qui est en cours de se terminer et on espère vraiment, voilà, que notre étape suivante sera le remboursement. Puis, ensuite, évidemment, continuer, de permettre à d'autres patients, probablement dans d'autres pays, d'accéder à Audisite. Et après, évidemment, à plus long terme, on a très envie d'être une référence en ophtalmologie digitale. Donc on espère vraiment, sincèrement, pouvoir progresser dans d'autres aires thérapeutiques autour de l'ophtalmologie. Donc d'autres maladies, d'autres populations, peut-être plus jeunes. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de pathologies qui peuvent nécessiter des tests, que ce soit la myopie, avec sa détection le plus précocement possible, et l'arrivée des verres de freination, plein de perspectives, le glaucome, enfin, il y a de très nombreuses pathologies. Voilà, mais à ce stade, pour l'instant, nous, on réfléchit et on essaye voilà, de se projeter un petit peu autour de tout ça sans avoir, voilà, pour l'instant, le cap, c'est clairement Audisite en France. Bah, merci beaucoup Anne-Aurélie pour votre temps et pour le partage d'expérience. J'étais ravie de vous recevoir dans le Eh ben, podcast. merci beaucoup, c'était une très chouette conversation et à très bientôt. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure Web3 dans la santé.